Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Ce qui n'est pas réglé sera réglé quand même, mais d'une autre manière. Et puis surtout, je crois qu'on n'a plus le temps. Il faut qu'on arrête de dormir, en fait. Il faut qu'on arrête de s'infantiliser. Il faut qu'on arrête de se victimiser, de dire que le problème, c'est l'autre. Et il faut se occuper de balayer devant sa porte et de s'occuper de son histoire pour incarner quelque chose qui va vibrer autrement et faire en sorte qu'on sorte tu vois, de nos ornières, là, parce que c'est chaud, quand même. Bonjour, bienvenue. Merci d'être là. Nouvelle rencontre avec Yann Cadot qui est installé sur les canapés. Bonjour Yann. Salut Marc. Merci d'être là. Merci d'avoir fait le déplacement depuis la Bretagne, oui. Où il fait beau. Toujours. Toujours, évidemment. Et on va parler évidemment de parcours de vie de Yann et de la manière dont il vous permet un accompagnement spécifique avec sa singularité, évidemment, parce que c'est ce qu'on dit toujours quand on fait ce genre d'émission, c'est le parcours de vie qui fait celui que vous êtes aujourd'hui. C'est ça. C'est un peu ça la légitimité. Je pense. Le chemin parcouru. Le chemin parcouru. Ouais, c'est vrai. Alors vous êtes psychopraticien. Alors le titre, moi, je suis toujours étonné des titres. Psychopraticien en vision intégrative de la santé. C'est un grand mot. Tu vois, aujourd'hui, je dis plus que je suis accompagnant thérapeutique, c'est plus simple. À l'époque, c'est un petit peu le titre que j'ai reçu de mes formations. Bon, l'idée, c'est de comprendre qu'il y a la dimension psycho pour qu'on comprenne qu'on s'occupe un peu de la psyché, le praticien pour le côté pratique, et puis la vision intégrative de la santé, c'est une approche globale, on pourrait dire, tu vois, de comment on accompagne les gens dans la sphère émotionnelle, mentale, spirituelle, voilà, etc. Tu vois, bon, alors, et on dit évidemment que le parcours de vie a forgé et a construit celui que vous êtes aujourd'hui. Et avec cette phrase que j'ai trouvée assez incroyable, j'ai fait le deuil d'être aimé par les autres pour m'aimer moi-même. Ouais. Waouh. Alors ça, tu vois, c'est une phrase importante, mais elle est vraie pour tout le monde. Parce qu'on se construit dans un premier temps pour être aimé des autres, être reconnu des autres et survivre. Et moi, je pars du principe, à travers ce que j'ai appris, qu'au bout d'un moment, il va être important de faire le deuil des autres pour s'aimer soi, se rencontrer soi, se reconnaître et vivre. Est-ce qu'il n'est pas de l'égoïsme? Pas du tout, c'est de l'égocentrage. C'est de se centrer sur soi, mais c'est pas de l'égocentrisme où je demande que tout le monde me regarde. Tu vois, c'est juste un moment de revenir vers soi parce qu'on vient pour soi et ça veut pas dire qu'on s'en fiche des autres, mais si à un moment on n'est pas là pour soi, on peut pas être là pour les autres. Et encore plus quand on est thérapeute. Complètement, parce que le grand risque, c'est le sacrifice, c'est de sauver, c'est de tout donner et finalement un moment de s'épuiser. Mais que vous avez eu? Ah oui, moi j'ai été au bout de ça, ouais. J'ai mis genou un moment à terre tellement c'était dur. Beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'heures, beaucoup de sollicitations et de vouloir répondre à tous, à tout le monde, tout le temps et à un moment effondrement parce que plus d'énergie. Donc ouais, j'ai connu ça. Tes peurs freinent quelque chose de sacré, mais t'es pas venu ici pour rester petit. T'as reçu des dons, tu les sens, tu sais que t'as une mission, mais t'as peur, t'as pas confiance en toi. Tu regardes ce que font les autres et tu crois que t'avances pas, du coup tu recules, tu doutes, tu repousses. T'as peur d'être visible, de déranger, d'échouer, de pas être à la hauteur, de pas être prêt, de pas être assez, mais ces peurs-là, elles t'éloignent de ce que Dieu a mis dans ton cœur. Et plus tu les écoutes, plus tu te déconnectes. Plus tu te déconnectes, plus tu les écoutes. En réalité, si tu as peur, c'est que tu as quitté la fréquence qui te reconnecte au divin et que tu t'es déconnecté. Quand t'es connecté, t'as pas de peur. Tu sais où aller. Ton GPS sacré, il est activé. Donc ce qu'on va faire, on va opérer ensemble à ta reconnexion. Je vais venir près de chez toi dans les plus grandes villes de France, comme déjà plus de 150 000 personnes dans le monde. Tu vas vivre ta reconnexion en live avec les dauphins sauvages de la mer Rouge. Leur fréquence touche l'ADN. Elle te libère des peurs, des blocages, des limitations. Et elle relance ce pourquoi tu es né. T'es pas ici pour survivre, t'es ici pour manifester ta mission. Alors c'est très simple, tu réserves ta reconnexion maintenant sur abctop.fr pour connaître les dates et les villes partout en France. Le lien est juste autour de cette vidéo. Attention, les places sont limitées. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Alors, on va voir de quelle manière vous accompagnez aujourd'hui. Se rencontrer implique mourir à soi
et vivre des cycles de vie, mort, renaissance. Et voilà. Effectivement, ça pourrait être un sujet de philo, ça. Ouais, rencontrer implique mourir à soi. Ouais, complètement. On a une obligation d'évolution. La vie, elle est mouvement, elle est évolution. Et à partir du moment où on cherche à figer les choses pour que tout se passe bien, tu vois, cette notion de perfection où tout est immobile, on meurt en fait. Il se passe quelque chose, on se fige, on s'endort. Et moi, je suis vraiment convaincu que pour pouvoir être en mouvement, on doit accepter que dans la vie, on ait des crises de vie, des crises de passage, et des moments où on vient vivre ce qu'on pourrait appeler des mues. Tu vois, ces moments où la vie bloque, où on est en saturation dans tous les sens, et parce que la vie nous demande de faire une mue. Et pendant la mue, tu vois, on est toujours très vulnérables. Les animaux le montrent, ils se cachent, mais quand la mue est terminée, ils sont 2 fois plus gros. Et nous, on a aussi ça. Je pense que les humains font des mues, sauf qu'ils ne le veulent pas. C'est-à-dire que l'animal, généralement, il n'a pas trop le choix. Nous, à travers notre conscience et nos protections et tout ce qu'on peut mettre en place, on peut refuser de faire ça. Et c'est là que les problèmes arrivent, je pense. Et vous dites d'ailleurs, juste avant le début de votre phrase, vous avez commencé par « on a l'obligation de ». Et certains ayatollahs du développement personnel vont vous dire « mais on a obligation de rien ». On n'a pas obligation. Alors, quand je dis obligation, je pourrais dire on est invité à. Voilà. Mais tu vois, c'est comme si à un moment, en refusant ça, la vie allait devoir pressuriser la structure. Mais on n'est pas obligé. Mais la pressurisation, parfois, peut aller très très loin. Ouais. Jusqu'où faut-il aller pour accepter de faire un mouvement de vie ou un mouvement de mue? Wow. Ça, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question. Et je trouve, et c'est ce que je dis souvent, il ne faut pas attendre d'aller mal pour aller voir un thérapeute. Il faut y aller quand ça va bien. Parce qu'on vient me faire des mises à jour. Mais quand on est au bout du bout, comme des fois j'ai des coups de fil d'urgencissime, mais en fait, quand ça fait 10 ans que ça traîne, on ne peut pas, nous, recevoir les gens demain et que dans 3 séances, ce soit réglé. Ouais, oui, aller voir un thérapeute quand tout va bien, alors déjà, ce n'est pas tout à fait dans notre culture, mais ça existe dans d'autres cultures. Oui, bien sûr. En Asie, oui, prévenir. Ouais, prévenir avant d'eux. Ouais. Complètement. Et puis quand on va bien, on peut quand même du coup faire le point, on peut quand même se déposer, on peut quand même raconter son histoire et sa vie. Parce qu'en réalité, aller bien, ça ne veut pas dire grand-chose. Le bien, le mal, ce n'est pas forcément un ressenti, c'est un jugement, c'est une vision mentale. Et moi, je suis convaincu qu'on a tous été des enfants et qu'on a tous traversé des souffrances. Et qu'à travers cette construction-là, il y a des choses à mettre à jour. Ce n'est pas parfait. Ça n'existe pas. Et vous savez de quoi vous parlez? Oui. C'est mieux. Hein? Parce que quand on parle évidemment de contexte de survie intense, ce sont vos mots à la naissance. Ouais. C'est déjà un marqueur. C'est un marqueur, c'est une manière d'entrer dans l'existence d'une manière particulière. Ouais. Donc effectivement, sur des enjeux vie-mort. Pour la petite histoire, mes parents cherchaient à avoir un 2e enfant et c'est au moment où ma sœur, qui a 6 ans de plus que moi, s'est retrouvée à l'hôpital avec des examens un peu sérieux à faire, que j'ai été conçu. Donc j'ai vraiment été conçu dans un espace où la mort de l'enfant était possible. Et finalement, il y a pour accueillir la naissance d'un autre. Exactement. Bon, c'est bien pour un thérapeute. Et alors, qu'est-ce qu'on en déduit de ça? Qu'est-ce qu'on analyse? Je dirais qu'on n'en déduirait pas grand-chose de manière mentale. Par contre, quand je l'ai expérimenté à travers les états modifiés de la conscience, là, j'ai compris ce que ça voulait dire que de refuser de s'incarner ou de ne pas vouloir vivre ou de ne pas vouloir vivre une vie tout en ayant l'obligation d'eux. Et ça, je l'ai remarqué donc chez moi, bien évidemment, mais chez beaucoup de gens que j'ai accompagnés à cet endroit-là. Et c'est ce qui attestait ou justifiait du mal-être que vous pouviez avoir? Je pense, parce que dans ce que j'ai retraversé à différents niveaux, quand à un moment on dit non, on ne peut pas vraiment vivre. Et on est en autodestruction, d'une certaine manière. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Ouais, c'est vrai. Okay. Ouais. Moi, j'ai vraiment... à part l'autodestruction modérée, on va dire, dans le sens où j'ai fumé des pétards, j'ai bu de trop. Et puis, je me suis mis dans des situations de précarité et de survie extrême. Voilà, extrême, en tout cas difficile, qui font que, du coup, la vie, c'est pas très joyeux et c'est pas, ça donne pas envie de continuer. En tout cas, vous allez faire vos études en Bretagne, à Lorient, jusqu'à la licence de langue étrangère appliquée. C'est ça. Bon, c'est classique. Ouais. C'est propre. C'est ça, c'est neutre. C'est neutre. Ouais. Puis, les petits boulots et tout, la Guyane. Ouais, la Guyane. Vous allez partir combien de temps? Ouais, 3-4 ans. 3 ans, ouais. 3 ans, je crois, 3 ans et demi. Ambiance sac à dos et tout. Génial. Ouais, alors ambiance en cadeau et en même temps, j'ai travaillé là-bas, donc je me suis posé quand même. Et pourquoi la Guyane?
Alors, parce que j'avais fait une fin d'études avec un collègue qui, lui, avait eu un poste en Guyane et moi en Martinique. Lui est resté là-bas et il m'a dit « Viens, je vais te trouver du boulot ». Donc, je suis parti et je me suis installé là-bas. Et donc, génial. Là, l'ouverture, le vert, la nature. Et en même temps, tu vois encore ce côté un peu survie parce que c'est quand même un pays où il y a beaucoup de peur. Enfin, on est dans des choses... bon, quand tu prends ta voiture avec ton coupe-coupe parce que tu ne sais pas ce qui peut arriver ou que tu dors dans la forêt, tu ne sais pas ce que tu rencontres. Ouais, tu vois, il y a quelque chose de très... Voilà, c'est intense, quoi. Il y a l'intensité. Ouais. Il y a une énergie particulière. Ouais, il y a une énergie particulière. Clairement. Retour en France à 32 ans. Ouais. Vous avez participé à un stage de l'enfant intérieur. Alors ça aussi, enfant intérieur, j'ai reçu des thérapeutes qui sont même allés jusqu'à me dire mais c'est une foutaise cette histoire d'enfant intérieur. D'accord. Ça n'existe pas l'enfant intérieur. Alors, on n'a pas un enfant intérieur en nous, hein, on est d'accord. Bien entendu. C'est une structure psychologique, c'est une métaphore. Bien sûr. Ça vient toucher à toutes les mémoires cristallisées de notre histoire, de notre enfance, mais aussi les mémoires périnatales fondamentales qu'il y a dans le ventre de maman. Et là, on n'est pas dans de la foutaise. Ou sinon, vraiment, j'ai raté... oui, un épisode. Ouais, parce que vu le nombre de personnes que j'ai pu faire retraverser leur accouchement, la naissance, les 9 mois dans le ventre de maman, si c'était de la foutaise, c'est bien fait quand même. Et moi, le premier, pour avoir retraversé le mien plusieurs fois de plein de manières différentes, non, on ne peut pas dire que ça n'existe pas. Alors, comme tout thérapeute qui vient présenter, raconter un peu sa vie dont l'expertise est extraite, eh bien, il y a un déclencheur. Ouais. Et ce déclencheur, vous dites que c'est un atelier, lors d'un atelier de... vous appelez ça un atelier de revécu de naissance. Ouais, le revécu de naissance, c'est ça, c'est de retraverser justement cette naissance, de pouvoir retourner dans la matrice utérine et de pouvoir aller questionner ou revivre ça, mais de le vivre du coup en état modifié, mais aussi de manière du coup corporelle. Donc il y a tout un tas de techniques qui permettent de mettre dans un état particulier, et ensuite il y a tout un déroulé qui permet justement d'aller revisiter les 4 matrices de Groff, et ensuite même d'aller revisiter ce qu'il appelait la matrice cosmique, c'est-à-dire le moment de la descente d'incarnation avant d'aller dans la matrice océanique jusqu'à la naissance. Et de reprogrammer ça. Reprogrammer dans le sens où il y a une nécessité pour moi d'aller retraverser son histoire parce que tout ce qui est figé, se cristallisé en termes émotionnels ou énergétiques, si tu veux, n'est pas vivant. Et donc, c'est de l'énergie qu'on n'a pas. C'est comme de l'énergie perdue ou figée ou stockée. Et le fait de retraverser permet de remettre le mouvement. La reprogrammation, c'est ça, en fait. C'est de dire, OK, ça s'est passé comme ça la première fois, mais par la conscience, je peux faire autrement. Par contre, j'ai obligation de le revivre la première fois pour retraverser émotionnellement les choses, quoi qu'il se soit passé. Tu vois ? Et cet état modifié de conscience, il se fait par l'apport de quoi ? Alors, il se fait de manière un peu hypnotique. Okay. On va travailler en hypnose, mais on va aussi accompagner au niveau du corps pour permettre au corps de perdre ses repères. Il y a aussi de la musique qui permet de repartir dans les matrices utérines et autres. Et puis après, eh bien, c'est un revécu. Donc, chacun vient ramener un petit peu son histoire. Il y a de la souffrance ? Il peut y avoir de la souffrance, oui. Il y en a quand l'enfant n'a pas été désiré, quand il y a eu une grossesse difficile ou avec de l'alcool, des drogues. Et ça, on le ressent véritablement pendant l'expérience. Ah oui, puis on le voit. On le voit sur ceux qui sont en train de vivre ça. Il suffit de regarder pour savoir si ça se passe bien ou si ça se passe mal. Hein. Parce qu'il va y avoir vraiment des pleurs, du tremblement, des retournements. Ça se passe sur un matelas, donc forcément, on voit ce qui se passe. Ouais. Et des fois, c'est très, très difficile. Donc, vous revivez cette expérience-là, qui est douloureuse, compliquée ? Moi, la mienne, elle est plutôt coupée, je dirais. Elle est plutôt coupée et je comprends pas trop ce que je suis en train de vivre. Et c'est plutôt dans les fois suivantes, de d'autres manières que je vais retraverser ça. Mais je suis coupé sur le premier tour, alors je l'ai fait plusieurs fois, parce que je suis encore coupé émotionnellement. C'est-à-dire que sans m'en rendre compte, je suis pas relié à mes émotions encore. Et c'est sur l'atelier du lendemain que là, je vais prendre un coup de pelle. C'est-à-dire que là, je vais récupérer, si tu veux, je vais sortir de cette coupure émotionnelle. Et là, tout va déborder, quoi. Alors là, ça va être intense. Ce que vous avez vécu là reflète et traduit la manière dont vous avez été conçu et la manière dont vous arrivez sur ce plan terrestre. Je pense, ouais. Donc ça veut dire que vous en parlez à vos parents ? Ah oui, j'en ai parlé après. Puis quand je l'ai écrit dans mon livre, j'ai eu un rendez-vous familial.
pour j'imagine. expliquer un petit peu ce qui s'était joué, que bon, ce sont des choses que j'ai gardées pour moi, hein, dans un premier temps. Et puis ensuite, ouais, j'ai eu envie de les déposer, et encore plus aujourd'hui, avec tous les gens que j'accompagne sur cette thématique. Donc, il y a quelque chose, je pense, effectivement, tu as raison, je suis très relié à cette dimension de la naissance, de l'enfance, des mémoires de l'enfance, des cristallisations émotionnelles, et puis des coupures. C'est-à-dire que les gens, quand ils sont très coupés, je sais faire. Je sais comment relier le truc. Très relié, comme s'il fallait peut-être combler quelque chose, penser quelque chose. Alors la coupure, pour moi, c'est plus une coupure de survie. Tu vois, c'est une manière de survivre. On se coupe parce qu'il y a trop. C'est trop. Ouais. S'il y a une hypersensibilité, c'est comme un disjoncteur. Par contre, c'est pas parce qu'on est coupé que c'est pas là. Et que ça augmente pas dans le temps. Si tu engrammes 40 ans de colère dans tes corps énergétiques, ça va se sentir en fait. Et c'est pas parce que tu as posé un interdit de la colère qu'il n'y en a pas dans tes corps énergétiques ou que la colère n'a pas son importance. Bah là, c'était ça. Moi, j'étais pas vraiment incarné. Donc, j'étais coupé, j'avais beaucoup de soupapes passives, la lecture, le dessin, les jeux vidéo, tu vois, des choses qui me mettaient dans ma bulle. Parce que j'ai compris plus tard, j'étais hypersensible et je ne voulais pas sentir tout ça. C'était trop fort et je ne voulais pas être là. Donc, tu vois, j'étais ailleurs. Quand on fait la démarche de faire un week-end comme ça en immersion au travers d'un atelier, enfin un atelier immersif comme celui-ci, est-ce qu'on vient par curiosité ou par nécessité? Sûrement un peu des deux. Alors, si tu viens par curiosité, ça peut te faire bizarre parce qu'on rigole pas. C'est-à-dire que c'est vraiment 2 jours émotionnels intenses. Si par contre, tu viens par nécessité, il y a un cadeau derrière. C'est-à-dire que c'est un raccourci. L'idée, c'est aussi de pouvoir un moment, pendant 2 jours, on va exploser un peu on va dégazer d'une certaine manière, vulgairement parlant, mais derrière, tout est à nouveau disponible énergétiquement parlant. C'est-à-dire qu'après, il y a vraiment de l'énergie. Et cette énergie, tu peux la mettre dans ton présent, elle n'est plus là pour continuer à refouler ça dans l'inconscient. Parce que tout ce qui est refoulé dans notre inconscient se rencontre par notre destin. Je crois que c'est Jung qui disait ça, mais toute l'énergie qu'on doit dépenser pour maintenir des espaces de souffrance dans l'ombre, c'est beaucoup d'énergie perdue en réalité. Et que parfois, moi, je dis aux gens, vaut peut-être mieux passer 2 jours et de passer quelque chose d'intense et pas forcément rigolo, mais il y a un vrai cadeau derrière, parce que derrière, cette énergie, elle est disponible après. Et on peut en faire autre chose. Alors justement, cette énergie qui a été mise à votre disposition, une fois que vous avez revécu tout ce qui s'est passé pendant cet atelier, qu'est-ce que vous en faites? Eh bien, justement, à la fin de cet atelier, j'ai quand même une petite voix qui m'a dit, ce que tu as reçu aujourd'hui, il va falloir que tu le donnes aux autres. Donc je m'y attendais pas, j'étais dans autre chose, j'ai eu ce truc-là, et j'ai demandé à la personne qui faisait ce stage comment il était possible de se former. Et il restait justement une dernière place sur une session qui commençait quelques mois plus tard, pour 2 ans. Et c'est là que tout a commencé pour moi. C'est-à-dire que j'ai maintenu mon métier de l'époque pendant 2 ans. Et puis quand la formation s'est terminée, j'ai ouvert mon cabinet et j'ai commencé à m'occuper de cette thématique-là. C'est un appel. Ouais, c'était une rencontre, c'était un rendez-vous, il y avait quelque chose d'incroyable. Parce qu'en plus, tu vois, j'ai failli ne pas y aller. Et à l'époque, j'avais posé un acompte et je me suis dit non, je ne peux pas perdre l'acompte. Ouais. Mais il n'y aurait pas eu d'acompte, je ne serais pas allé. Tu vois, donc il y avait quelque chose qui a fait quand même que le rendez-vous était là. Je sentais que ça allait être chaud quand même. Donc il y a une formation qui dure 2 ans? Ouais, c'est une formation qui dure 2 ans. Alors pas que sur ça, mais plutôt sur la spirale dynamique, tu vois, donc d'aller comprendre les grandes étapes de notre évolution, de comment on s'est structuré au fil du temps, au fil des âges, et de permettre aux gens d'avoir cette espèce de grille de lecture qui permet ensuite d'y retourner, d'aller voir quelles sont les problématiques, à quelle étape elles correspondent, les outils pour y retourner, et d'aller récupérer ça pour que ça fasse sens, tu vois, et qu'il y ait une espèce de restructuration de tout ce qu'on a laissé en chemin et qu'il est important d'aller récupérer à un moment. Alors, il y a un truc que je trouve étonnant, Yann, c'est qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui nous disent il a fallu que je prenne le mur pour que je me rende compte qu'à un moment donné, la vie essayait de me faire entendre quelque chose que je n'entendais pas. Or, j'ai pas le sentiment chez vous qu'il y avait le mur. Vous avez plus un petit côté expérienceur en se disant je vais faire ce week-end et puis on verra bien. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que je m'y attendais pas. Même moi, j'y suis allé un peu la fleur au fusil. J'avais un peu cette peur de ce que j'allais vivre, mais je me rendais pas trop compte. Voilà, j'étais un peu dans mon monde et puis, mais j'étais quand même dans une autodestruction quand même. Tu vois, je fumais beaucoup. Oui, il y avait ça. Il y avait les pétards, il y avait l'alcool beaucoup. Et en fait, il y avait vraiment quelque chose là qui n'était pas nourri ou qui était en train de... Ouais, mais vous aviez conscience de ça. Ouais, j'avais conscience de ça, mais je ne pensais pas que c'était relié à mon histoire et à toute cette souffrance. C'est ça. Parce que coupé, donc même pas mal en fait. Tout va bien. Mais alors, donc ça veut dire que, oui, il aura fallu, j'allais dire,
C'est pas le week-end qui a fait que vous avez fait un reset et que tout... Non. Non, il en a fallu plusieurs. Le week-end, c'est le coup de pelle. Oui, c'est ça, boum, c'est ça. Ouais. Il y a tout ça en moi. Et là, je revisite ma vie, mon histoire, et du début à l'âge que j'ai, quoi. Et puis après, les 2 ans de formation, ce sont des formations aussi expérientielles aussi. Donc beaucoup d'ateliers, beaucoup de choses, on revisite, on retraverse la spirale par nous-mêmes. Tu vois, c'est la légitimité aussi de faire ce chemin pour un moment le proposer aux autres. Parce qu'un thérapeute qui n'a pas fait le chemin, il faut qu'il fasse autre chose. Hein, non, mais clairement, s'il a juste lu des livres, il fait autre chose. Et où il est psy, où il fait un truc où il assoit, il écoute, il dit rien, et puis il fait son job. Mais quand tu veux aller aider les gens à vraiment se rencontrer, il faut les amener là où ils n'ont pas envie d'aller. Il faut les amener dans leur ombre, il faut les amener dans leur inconscient, il faut les amener dans les zones cristallisées, protégées, et trouver des contournements pour y aller. Et l'approche principale de ce que vous préconisez dans votre accompagnement en tant que psychopraticien, c'est le support de l'hypnose qui est la base? Alors, j'ai beaucoup commencé avec l'hypnose, effectivement. Et puis ensuite, j'ai eu la chance d'être formé aussi en astrothérapie. Et là, avec la grille de lecture de l'astrothérapie, j'ai gagné un temps incroyable parce que j'ai vu où étaient les enjeux et j'y suis allé direct. Comme un thème astral? Ouais, comme un thème, ouais, tout à fait. Ouais. Astrothérapie, si tu veux, l'astrologie, c'est quand on vient narcissiser l'autre en lui expliquant toute sa lumière et la beauté de son thème. L'astrothérapie, c'est quand on lui montre l'ombre. Donc, les enjeux initiatiques, les enjeux d'inaccompli, les enjeux karmiques, les enjeux d'indignité, de culpabilité. Et c'est là-dessus qu'on va mettre de la conscience pour dire à l'autre, on va aller là. C'est là où on met le doigt où ça fait mal. Ah, c'est ça. Mais on gagne du temps et en plus, on touche juste. Donc la personne a un effet réel. Parce que tout ce qui est déposé amène une respiration. Amène, tu vois, si tu travailles la tristesse, tu récupères la joie. Mais si tu veux faire de la joie en mode mental, ça marche pas en fait. C'est-à-dire qu'après, tu l'as de fait, elle est là parce qu'elle est là. Elle n'est pas là parce que tu dis, je suis joyeux, super, super, super. Tu vois. Donc c'est pour ça que j'aime la porte d'entrée émotionnelle, parce qu'elle est beaucoup mésestimée. Tu vois, le côté gérer ses émotions, contrôler ses émotions, tout ça, ça c'est n'importe quoi, parce qu'on est d'abord venu vivre pour ressentir le monde, la vie, et le ressenti nous amène dans l'émotion nous relie au corps. Et donc par le corps, on s'incarne. Après que l'intelligence soit là pour rationaliser, pour réfléchir, pour philosopher, pour penser, c'est très très bien. Mais si on est bloqué que dans le mental, c'est qu'on a créé une protection à peu près vers l'âge de 7 ans et plus, pour ne surtout pas retourner dans nos émotions de l'enfance. En tout cas, ça veut dire quelque chose. Clairement. Si on est dans l'hyper-rationalisation ou dans la rigidité intellectuelle, c'est qu'on ne veut pas aller voir autre chose. Tu vois. Ça veut dire que celui qui se manifeste, notamment sur les réseaux sociaux, et qui commente en permanence, en critiquant souvent et en disant « moi je suis un cartésien, je ne crois pas à tout ce que vous racontez », ça suggère une problématique de quelque part, un engrammage de quelque chose. Et puis c'est une protection aussi, comme d'autres. Il y en a que c'est la fuite, le déni, tu vois, la dissociation, la minimisation. Là, c'est une hyper-rationalisation qui vient dire « je sais que je sais, et parce que je sais, ça suffit ». Non. C'est comme si on voulait comparer le monde de la Terre et le monde de l'eau. Si le mental essaie de résoudre un problème émotionnel, ça ne marche pas, parce qu'il n'est pas au bon endroit. On va dans les émotions pour régler les problèmes émotionnels, on va dans le mental pour mettre du sens, ou de la cohérence. Mais si on veut expliquer les choses et la vie à travers que le filtre du mental, il nous manque beaucoup de choses. Et pourtant, beaucoup le font. Oui, parce qu'on est, je te dis, dans une société où l'émotion n'est pas bien vue. Voilà, il faut pas être en colère. Alors, tu vois, les hommes, ils n'ont pas le droit de pleurer, ils n'ont pas le droit d'avoir peur. Donc, on a le droit d'être en colère, parce qu'on garde un truc quand même. Les femmes, elles ont le droit d'avoir peur et de pleurer, mais elles n'ont pas le droit d'être en colère, parce que ça se fait pas. Et en fait, on est tous des humains. Ces émotions, elles ont toutes un but, un objectif et un sens. Qu'on se les interdise, elles sont fondamentales, elles sont dans notre structure, on les aura. Mais est-ce qu'on s'en occupe? Ça, c'est la vraie question. Et tu vois, je dis aux gens souvent, vous trouvez normal d'aller prendre votre douche le lundi, et vous dites pas, je vais reprendre la prochaine lundi prochain. On peut le faire. Mais les autres vont nous rappeler à l'ordre à un moment donné, tu vois. Mais par contre, on trouve normal de ne pas avoir d'hygiène émotionnelle. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans de merdasse dans nos corps émotionnels, puis on s'en occupe pas. Non, parce que j'ai compris mon histoire. Mais on n'est pas au bon endroit. Sauf que, alors, si je me fais l'avocat du diable, certains vont dire, mais même si je suis votre accompagnement, à l'issue de l'accompagnement, je vais dire, ça y est, j'ai compris mon histoire, mais on peut faire la même analyse que vous. Non, parce que, tu vois, il y a des fois des gens, quand je fais un thème, je vais expliquer aux gens leurs enjeux. Ils vont me dire,
Ok. Quand je vais les amener dedans, ils vont faire « Oh putain !» Et souvent, ils vont me dire « Ah oui, je pensais pas quand même que c'était à ce point-là. » Ben oui, parce que c'est pas le même monde. Je dis pas que si on ne le fait pas, tout le reste est pourri. Tout est au service de notre évolution. Bien sûr. Mais cette case-là est fondamentale. Surtout qu'on est d'abord, dans l'enfance, instinct et émotion. On construit notre rationalisation plus tard. Donc ça veut dire qu'on n'a pas de filtre, on n'a pas de protection, on prend tout. Bam, on prend les ambiances. Les enfants prennent les ambiances. Si vous n'allez pas bien, vous êtes en colère avec votre enfant de 5 ans, il vous demande « Ça va, papa ?» Et que vous dites « Oui, ça va », lui, il a senti la colère. D'ailleurs, s'il pose la question, c'est bien qu'il a senti la colère. C'est pour ça que même quand les parents, j'ai entendu ça il n'y a pas très longtemps, mais c'est vrai, quand on essaie d'éviter de se disputer pour les enfants, machin, mais l'ambiance, quand je retourne en hypnose avec les gens, c'est l'ambiance qui me donne. C'est pas, bien évidemment, si les parents s'engueulent, ils vont me le ramener aussi. Ouvertement. Mais oui, des fois, il y a sûr. des silences qui sont d'une violence extrême. Absolument. Mais on n'a pas crié devant les enfants. Super. Alors ça, je pense que ceux qui écoutent à cet instant-là, et moi je vois à des repas de famille par exemple, vous avez les enfants qui ne sont pas très loin et vous avez toujours un adulte qui fait « Chut, non mais attends, on en parlera plus tard ». Sauf qu'il a senti qu'effectivement il y avait sans doute un malaise de quelque chose. Je dis pas non plus qu'il faut se disputer. On est d'accord. Il faut préserver, mais il y a des moments où parfois il vaut mieux expliquer que ça ne va pas bien ou avoir un dialogue avec l'enfant pour mettre des mots, mettre du sens et que l'enfant comprenne cette ambiance-là, ou lui dire oui, papa est en colère parce que la journée était difficile ou je sais pas quoi, que lui dire non, non, tout va bien. Sinon, l'enfant, il va passer sa vie à mettre ses antennes sur les gens pour sentir comment ils vont, et on est en train de créer des petits sauveurs qui vont passer leur vie à vouloir sauver les autres parce que du coup, ils ont passé leur temps à se centrer sur les autres pour sentir, plutôt que d'aller sentir ce que ça leur faisait à eux. Vous avez été cet enfant. Oui. Du coup, je suis un super thérapeute parce que je sens. Mais j'ai appris qu'il n'y avait personne à sauver sur Terre. Et qu'un bon thérapeute commence à être un bon thérapeute quand il sauve personne. Ben oui. Parce que, tu sais, quand tu regardes un thème, je crois que tu t'intéresses à ça en plus. Ouais. Quand tu regardes les transits de lune noire, on va parler de cela, parce que c'est cela que j'aime beaucoup regarder, moi. Mais tu te rends compte que la vie s'occupe magnifiquement bien de chacun d'entre nous. Hein. Ah là là, les propositions, les enjeux initiatiques, ce que la vie nous propose, qu'elle nous amène, les défis qu'elle nous met, elle a besoin de personne pour le faire, elle nous les pose. Quand il y a un pingouin qui arrive à côté et qui se dit « Tiens, attends, t'as ça, attends, je vais le faire pour toi. » Qu'est-ce qu'il fait? Bah déjà, il infantilise l'autre, parce qu'il lui dit « T'es pas capable de le faire toi-même. » De deux, bah, il le castre, parce qu'il fait pour lui. De trois, il va obliger la vie à remettre une autre matrice pour que l'autre, il s'occupe vraiment de son problème. Donc, un thérapeute qui fait le boulot pour l'autre, c'est pas un bon thérapeute. C'est pareil, il faut qu'il fasse autre chose, qu'il a travaillé sur sa problématique de sauveur. Si par contre, il l'accompagne, s'il amène l'autre justement à voir qu'est-ce que ça te fait, pourquoi tu vis ça, comment tu le vis, qu'est-ce qui se passe, va sentir ce qui se passe là, alors il peut y avoir une opportunité de changement. Parce que d'un coup, l'autre se rend compte qu'effectivement, il est peut-être en train de, je sais pas, je connais pas l'enjeu de la personne dont on parle, mais tu vois, soit d'un coup, il rejoue un Oedipe, soit d'un coup, il rejoue une souffrance, soit d'un coup, il se fait payer un truc. Et ça, il faut qu'il le mette lui-même à jour, sinon il va repartir dans sa vie, il aura rien compris. Toi, tu aurais gagné de l'argent, mais tu n'auras pas été bon. C'est ça, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. L'idée, c'est de rendre les gens autonomes quand même. Un thérapeute, c'est une opportunité de changement. Moi, je dis qu'il vient de mettre des coups de pied au culte. Tu vois, voilà. Ça, tu te réveilles, tu bouges, tu te remets en mouvement. Il vient écouter la souffrance de la personne, mais il fait la part entre la victime et la victimite. Donc la victime, la part de souffrance, et la victimite, comment la personne en joue pour dire « Oui, en gros, ma vie, c'est trop dur ». Et il va permettre à la personne de déposer cette souffrance et après d'en reprendre une responsabilité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va en faire? Pour qu'il y ait résilience, il faut que la personne accepte d'avoir vécu ça, de ne pas se positionner en victimisation, tu vois, et d'en faire quelque chose de beau ou de bon. C'est ça la résilience. Et les thérapeutes sont là pour amener des résiliences. Ils sont pas là pour dire « Ah oui, mon pauvre, ma pauvre, oh là là, oui. » Tu vois, sinon ça sert à rien, il faut faire autre chose. C'est sûr. Et donc moi, mon métier, c'est ça, c'est j'ai pas pitié, parce que ce que la personne a vécu, elle peut en faire quelque chose de magnifique, et que si j'arrive à lui montrer ça, alors elle va pouvoir déployer quelque chose pour elle. En tout cas, il faut qu'elle s'attende, cette personne, en ayant bien entendu votre discours et votre accompagnement et votre méthodologie, à ce que ça secoue. Ouais, ça secoue. Mais ça va secouer, si tu veux, moi je suis... il faut être doux aussi. Bien sûr. Donc il y a une manière de... Quand les gens sont vraiment dans le déni et dans le... Là, j'appuie fort. Mais si les gens sont déjà dans ce côté mûr ou prêts à
à descendre, ben, on y va en douceur. Parce que l'idée, c'est d'être dans cette bienveillance pour qu'ils puissent se rencontrer dans leur vulnérabilité. C'est pour ça que c'est dur de faire de la thérapie, parce que on veut pas aller dans nos zones de vulnérabilité. C'est dangereux. L'ego peut mourir. Et oui, il va mourir. Mais il va mourir à des parts de lui qu'il a besoin de lâcher. Et ça, l'ego, il veut pas. Donc, il y a toujours un peu... il faut qu'il y ait de la confiance, il faut qu'il y ait un peu de temps. Bien sûr. Puis vous avez évidemment cette réflexion qui consiste à dire que les gens disent « mais moi, je ne peux pas suivre cet enseignement, enfin cet accompagnement, pour la simple et bonne raison, c'est que je ne suis pas hypnotisable. » Ah oui, alors ça, c'est pas mal. Sauf que ça marche pas, parce que l'hypnose, c'est un état de transe naturel. On est tous en état d'hypnose, tout le temps. Des niveaux 1, 2, 3, tu vois, on parle d'hypnose d'autoroute, tu sais, quand tu conduis, tu n'es pas en train de dire 1 km, 2 km. Bon, tu pars, tu fais ta... Bon, si par contre il y a un danger, tu vas revenir, réflexe, machin. Mais tu es dans une transe. Quand je suis en train de te parler et que tu penses à tes courses de ce soir... Ce qui n'est pas le cas. Je pense à la question suivante. Tu es déjà en transe, tu es ailleurs. Et on fait ça tout le temps. L'hypnose, c'est la capacité de trouver des process pour aller vite et profond. Contourner le facteur critique, des fois on appelle ça. Tu vois, on va... Et on peut le faire... moi, je fais des hypnoses yeux ouverts. Quand tu parles avec quelqu'un, tu te dis « Ah oui, donc vous avez vécu ça, d'accord, mais ça vous ramène où, ça ?»« Ah bah si, ça me ramène à quand j'avais 5 ans, 3 ans. » T'es déjà en train... Ils sont en hypnose. Ils sont juste les yeux ouverts. Ils n'ont pas le sentiment de l'être. Puis au bout d'un moment, ils vont te dire « Ah, je sais pas comment on est arrivé là. » Ou « Pourquoi je vous raconte ça ?» Ou « Ah, l'heure est déjà passée. » Parce que tu les as amenés en hypnose. Ça, c'est des signes, oui. Mais que dire alors les personnes qui disent « Mais moi, je ne ressens rien. » Alors, s'ils ressentent rien, ils sont peut-être coupés. C'est possible. Par contre, quand ils disent qu'ils ne sont pas hypnotisables, c'est une protection. Là où on peut rater une hypnose, c'est quand on est dans des hypnoses type indirect, où tu lis un truc, et où l'autre part pas, tu te rends même pas compte qu'il part pas, parce que t'es pas relié à l'autre, et voilà. Mais si tu fais ce qu'on appelle de l'hypnose en transe directe, c'est-à-dire que tu amènes quelqu'un en hypnose, mais tu es toujours dans le dialogue avec lui, tu peux que l'amener. Parce que tu peux rebondir. J'y arrive pas. Ah, ça vous fait quoi de pas y arriver? Ah, ça me rend triste. Et boum, on est rentré. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, les gens disent c'est l'échec. Bah, ça vous fait quoi l'échec? Ça vous ramène à quoi dans votre vie? Ah, ça. Bah, ça y est, on y est. On a passé, si tu veux. On a contourné le facteur critique. Donc, quelqu'un qui dit ça, c'est soit quelqu'un qui a une mauvaise expérience avec un mauvais hypnologue ou un gars qui a lu un texte et puis voilà. Soit c'est quelqu'un qui se protège pour dire oh, bah, moi, de toute façon, du coup, ça sert à rien que je travaille sur moi parce que ça marche pas. Bon, alors si l'hypnose ne marche pas parce qu'il aime pas ça ou qu'il s'endort ou que ci ou que ça, il y a plein d'autres outils. Hein. Il peut aller faire de la respiration holotropique. Là, il va pas dormir. Hein. Là, il va se passer des trucs parce que là, il pourra pas maintenir les protections mentales sur l'émotionnel. Tu vois, moi, quand j'arrivais pas avec des gens en hypnose, quand vraiment je les faisais respirer, ça marche très bien. Et tant qu'ils arrivent à mettre à jour ces émotions ou à les alchimiser ou à en faire, tu vois, à les transmuter dans quelque chose d'autre, ben, c'est gagné. Et ils sont vraiment contents en repartant parce que c'est pas que dans la tête. Ça veut dire que tous les gens qui viennent vous voir savent pourquoi ils viennent vous voir? Alors, je pense, oui. Alors, quand ils viennent en stage, ils savent, parce que je leur en parle quand même. Après, ils viennent maintenant beaucoup pour faire des thèmes ou des choses comme ça, des révolutions solaires. Ils ne savent pas ce qu'ils viennent chercher. Souvent, si, mais ils viennent avec des demandes souvent très infantiles. Je veux juste être heureux, monsieur Cano. Ok, bon, je veux aller mieux. Je veux avoir confiance en moi. Je veux plus vivre ça. Et c'est souvent, si tu veux, c'est l'intention qui amène. Et tant mieux, parce que derrière, on va aller voir pourquoi tout ça. Mais en réalité, les objectifs, quand on les pose, on va toujours beaucoup plus loin que l'objectif posé par la personne qui vient nous voir. Parce qu'elle vient, elle ouvre la porte, tu vois. Alors si elle a beaucoup bossé sur elle arrive, bonjour, entendu parler de vous, on y va, boum, boum, boum. Mais des gens qui sont encore dans une dimension très socioculturelle, qui viennent un peu chercher le médicament, qui viennent un peu, qui pensent que c'est toi qui vas faire leur séance ou le boulot pour eux, bah, y a déjà tout un travail, tu vois, de leur expliquer, de les ramener à eux, de se retirer au maximum pour leur laisser un espace où ils vont pouvoir se déposer. Et ça, c'est un métier. Mais généralement, quand on leur fait ça, il se passe quelque chose. Parce que tu sais, les gens ont besoin d'être entendus. Et dans leur souffrance, mais aussi dans le monde actuel où personne n'écoute plus personne. Les thérapeutes ont dit un jour qu'on était les curés des temps modernes. Parce qu'effectivement, pendant 1 heure, les gens nous parlent. Et ils n'ont même pas dit ça à leurs femmes ou à leurs amis. C'est vrai. Et avec nous, ils le disent. Et donc, ils repartent déjà avec beaucoup moins de problématiques, souvent psychosomatiques. Tu sais que les grandes maladies psychosomatiques arrivent
souvent d'abord par un conflit intrapsychique très fort, entre deux idées ou deux émotions qui se confrontent. Mais la deuxième, le grand 2 des raisons, c'est le silence. Le cri de la honte, c'est le silence. Et quand les gens sont dans la honte de ce qu'ils ont, ou qu'ils ne parlent pas d'un enjeu, tu vois, de cette tension-là dans leur vie, pour X ou Y raison, c'est là qu'à un moment, il peut y avoir une maladie. Parce que d'un coup, ils l'ont dit à personne. Et ben nous, on sert aussi de soupape, un peu. Et ça, c'est important. Elle est puissante, cette phrase. Hein. Le cri de la honte, c'est le silence. Ouais. Et déjà, quand quelqu'un peut dire, il est déjà en train de vivre une résilience, il est déjà en train de sortir de la honte. C'est sûr. Tu vois, des choses comme le viol, par exemple, bah, des fois, la séance, c'est vraiment c'est une demi-heure de silence à pas lâcher en disant bah, racontez-moi quand même. Et tu sais qu'au moment où elle raconte un peu, ça y est. Elle est déjà en train de sortir de sa honte et elle est déjà en train de guérir. Mais il peut se passer une demi-heure de silence. Il peut se passer une demi-heure où tu négocies. Ouais. Ah, j'aurais pas dû vous le dire, pourquoi j'ai dit ça? C'est OK, nanana. Alors on repose la confidentialité, on repose plein de choses qui la sécurisent. On éteint le live, Facebook Live, pour personnaliser. Non, mais tu vois, on rentre vraiment dans notre rôle de garant Bien sûr. pour qu'à un moment, ça y aille. Le risque, souvent, c'est qu'ils annulent le deuxième rendez-vous. Et donc, souvent, moi, je le pose ça. Je dis, là, vous venez au prochain. Parce que là, il y a toute une partie qui va vouloir fuir d'y retourner, tu vois. Alors que c'est à ce moment-là qu'il y a des vraies possibilités de résilience. Dans la majorité des cas, c'est quoi? 1, 2, 3 séances? Non, c'est du temps. Ça se compte pas en séances parce qu'il y a les séances individuelles, mais il y a aussi, tu vois, les ateliers collectifs. On peut aborder le même problème avec une constellation de valeurs. Ils peuvent ensuite aller faire un enfant intérieur ou aller travailler sur d'autres thématiques. Si tu veux, je crois que de vouloir faire un truc pour le régler et hop, on se revoit plus jamais, c'est encore très infantile aussi. Tu vois, c'est te croire que en 3 séances, c'est guéri, on n'en parle plus. Quand tu as vécu un viol, tu vis une résilience, mais c'est quelque chose que tu vas garder. Tu vois. Par contre, si tu es thérapeute, tu seras un excellent thérapeute sur le viol. Alors là, ce sera ton excellence. Mais autrement, bah, tu peux en faire des choses magnifiques, mais ça ne veut pas dire que, tu vois, 1 an plus tard, dans un autre stage ou dans une respi ou autre, l'événement, il ne va pas te revenir parce qu'il va encore creuser autre chose. Ou parce que d'un coup, ce viol-là que tu as travaillé, bah, il ramène à un autre plus ancien encore, parce que des fois, c'est arrivé. On travaille sur le viol à 18 ans, puis boum, au bout de 2 ans, on croyait qu'on était bon, boum, viol des 2 ans. Ah, parce que du coup, le trauma ressort, vu que la personne est prête. J'en ai une comme ça lui arrivait, et c'était le jour de son anniversaire. Dans la nuit, elle rêve de ça. On était en formation, elle était avec moi, je la formais. Elle était en PLS toute la journée. Hein. C'est sûr. Et elle pensait que j'avais réglé ça, il y a ça maintenant. Et je dis, ouais, mais t'es prête, en fait. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là de cette information? On accueille, on lui permet de déposer tout ce qu'elle traverse, corporellement, parce qu'elle a eu de la fièvre, elle était malade, elle a vomi, elle tremblait de partout. On accueille les émotions, on écoute, et on la narcissise dans l'idée que c'est super et qu'elle va pouvoir transcender ce truc-là et qu'elle va récupérer vraiment beaucoup de choses derrière et qu'elle va pouvoir régler un trauma qui était là, en fait. Parce que les gens ne veulent pas aller voir. Mais je leur dis souvent, mais c'est déjà en vous, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette idée de ne pas vouloir aller voir alors que c'est déjà en vous? C'est vrai. Tu vois, donc du coup, les gens perdent du temps. Mais la question, c'est qu'il y a peut-être une espèce d'appréhension, c'est-à-dire que tant qu'ils sont sous votre cadre et qu'ils sont au sein même d'une immersion ou d'un stage, ça va. Il faut reprendre la vie normale avec cette information. Oui, mais tu vois, elle, qu'elle le veuille ou non, elle doit reprendre sa vie avec cette information-là qui lui déboule dessus dans la nuit. Donc de toute façon, tu sais, soit à un moment, tu te mets dans des endroits ou dans des espaces sécurisés avec des gens qui bossent bien, et tu t'occupes de ta souffrance et de ton histoire et de tes mémoires, ou tu attends que la vie vienne te couler un coup de pelle pour t'en occuper. Tu vois, ça c'est... Mais la vie ne nous veut que du bien, mais elle va nous aider à remettre en mouvement ce qui est cristallisé en nous, qu'on le veuille ou non. C'est le deal de l'incarnation. Et elle le fait avec beaucoup d'amour. Mais moi, je trouve que quand on vient le faire dans un stage, c'est beaucoup plus safe, parce que on sait où on va, on sait sur quoi on bosse et on est bien accompagné, que quand on s'y attend pas et qu'il faut passer par une maladie ou un accident de vie ou, je sais pas, de voir la conjointe partir parce que tu as un dossier d'abandon que tu n'as pas traité et que d'un coup, il faut que ça soit ta femme ou ton homme qui s'en aille pour que tu replonges dans ton dossier d'abandon, bah moi, je préfère aller faire ça en stage. Mais voilà,
Il n'y a pas d'obligation. Bien sûr, bien C'est sûr. une invitation. Mais ce que je veux dire par là, c'est que qu'est-ce qu'on fait après dans la vie de tous les jours, une fois qu'on a cette information? Mais en fait, au-delà de l'information, tu vas aussi avoir eu un ressenti et une libération émotionnelle. Donc après, tu respires. C'est-à-dire qu'après avoir traversé ça, il y a une sorte de vie-mort renaissance qui te rend plus fort, plus solide, plus structuré, plus d'énergie, plus de conscience, plus de sens. Je ne sais pas si tu as entendu, bon, on va peut-être pas parler là-dessus, mais un pédophile là, qui a violé 300 enfants, là, on en parle un petit peu en ce moment dessus là. Les personnes étaient souvent, tu sais, c'était des enfants entre 11 et je ne sais plus combien, ils étaient endormis, parce que c'était quelqu'un qui opérait. Eh ben, il y en a eu, je crois, 6 ou 9 qui ont dit que c'était OK pour eux, et les autres ont porté plainte, parce que ça a eu des conséquences dans leur vie, au niveau de leur sexualité, d'être seul, de ne pas avoir pu faire leur vie, d'angoisse, de trucs, de machin. Et donc, tu vois, c'est pas parce que tu dors que c'est pas en toi et que ça t'arrive pas et qu'il faudra pas le traiter. Il y a des gens qui peut-être ont eu très peu de trauma, des choses plutôt, tu vois, et donc eux, ils iront peut-être jamais voir un thérapeute, et tant mieux pour eux. Même si ça pourrait être intéressant qu'ils aillent faire leur thème pour comprendre un peu leurs enjeux de vie et mettre de la conscience sur qui suis-je. Mais il y en a, effectivement, au vu de leur histoire, bah, ils ont plutôt intérêt à le faire, plutôt que de se dire non, mais ça va, ça passe. Ouais, c'est ça. Parce Traîner que ce truc pendant... c'est ça, en plus, ils perdent du temps. Et la vie va être... et comme en plus, ils ne mettent pas de la conscience sur leur enjeu traumatique, bah, ils le rejouent. C'est ça qui est terrible. Quand on parle de cercle traumatique, c'est un cercle. Hein. On peut tourner longtemps dans un cercle. Hein. Et la seule moyen, c'est de faire une rupture du cercle, c'est-à-dire de... Je mets de la conscience, je dépose ma souffrance, je remets du coup... Je vis une forme de résilience, un peu comme les courbes du deuil, tu vois. Et après, je repars dans ma vie, mais avec quelque chose qui a pu enfin être intégré dans ma conscience. Parce que un refoulement, c'est justement quand tu vis une situation, un événement qui est trop intense psychiquement pour que tu puisses l'intégrer dans ton instant de vie. Ce qui peut faire peur dans l'après, c'est peut-être aussi les dommages collatéraux qu'il peut y avoir après la révélation et du vécu tel qu'on l'a eu pendant une séance ou pendant un stage d'immersion. Les dommages collatéraux... Qu'est-ce que tu entends par dommages collatéraux? Dommages collatéraux, je pense par exemple à la famille. Imaginons qu'il y a un trauma d'abus sexuels tout petit. Ouais. Vous parliez tout à l'heure des 2 ans. Ouais. Elle revit ça. Oui. Il va bien falloir... Elle revit ça, elle a cette information, donc effectivement, elle lâche l'affaire parce que voilà, elle a cette information, mais elle retourne dans sa famille. Alors, l'important, c'est déjà de voir que quand même, on est à son service à elle. Si elle peut vivre de résilience et s'apaiser sur un trauma qui lui appartient, déjà, c'est bien. Après, la manière dont elle va gérer, comme tu dis, l'extérieur, effectivement, il y a plusieurs manières. Il y a des gens qui vont porter plainte. Il y a des gens qui écrivent des lettres à toute la famille pour prévenir qu'il y avait un prédateur dans la maison. Et quand j'ai vu des gens faire ça, c'est bizarre, il y a eu la cousine, le machin, l'autre qui dit « Ah ben moi aussi... c'est pour ça que je parle des dommages collatéraux. Ah ben là, tu mets une bombe. Mais attends, tu mets une bombe sur quelqu'un qui va prendre à un moment donné un retour de bâton. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelqu'un qui a violé un enfant de 2 ans. Donc à un moment donné, que la vie lui ramène ce qu'il a fait, me paraît relativement juste. Je dis pas que ça se passe bien. Chacun fait comme il veut sur la suite. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un accompagnement derrière. Il ne faut pas laisser ces gens seuls. Ah bah c'est sûr. Bah, c'est sûr. Là, tu es en suivi. Là, Et puis, tu les laisses faire leur chemin. Après, s'ils veulent le garder quand même pour eux, y a quelqu'un qui n'a pas voulu aller plus loin, mais qui m'a dit par contre qu'elle était ravie d'avoir fait ce travail parce que, de fait, elle avait pensé avant mettre ses enfants chez cette personne-là. Et elle m'a dit, là, maintenant, ça n'arrivera pas. Ouais, bien sûr. Donc, tu vois, ne serait-ce que ça peut aider à ça. Mais est-ce que le process est complet quand la personne décide de dire « Ok, j'ai l'information, mais alors ça, après, je ne veux pas faire de dégâts dans la famille ». C'est des courants de pensée. Il y a des thérapeutes qui disent « Il faut aller jusqu'à porter plainte ». Il y en a qui disent que non. Il y en a qui disent « Il faut prévenir toute la famille ». Parce que faut sortir du secret, des non-dits, que tout soit honoré, que soit entendu. Mais dans le process de guérison, il vaut mieux quoi? Dans le process de guérison, je pense qu'il faut être là pour l'autre et qu'on sente ce qui est juste ou pas pour l'autre et jusqu'où il peut aller et jusqu'où c'est OK pour lui. Il faut le respecter, il ne faut pas lui imposer notre école de pensée. C'est sûr. Mais
Parfois, on sent que... Parfois, il y a des gens qui ont porté plainte contre X. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est le grand-père, mais ils vont en disant, voilà, je vais porter plainte contre X, je vous dirai pas qui c'est. Et donc, ils vivent métaphoriquement les choses. Et pour l'inconscient, c'est bon pour eux. Tu sais, un peu comme une personne qui va envoyer ça. On lui dit d'envoyer un courrier, justement, au grand-père. Mais elle est là, je ne pourrai jamais. Je vais tuer tout le monde. Parce qu'il y a souvent cette peur, tu vois, elle est toujours dans la culpabilité plutôt que dans la victime. Et de leur faire écrire la lettre. Souvent, moi, je la fais lire à voix haute. Puis après, on met le petit timbre. Et on met à mon grand-père, et on met à la poste, en vrai. Parce que pour l'inconscient, du coup, c'est une lettre qui a bien été mise dans une boîte aux lettres de la poste pour le grand-père. Et il se passe des choses très très fortes. Et finalement, qu'il le lise ou pas, ça dépend tu vois, de l'autre. Mais ça ne fait pas partie du processus de libération. Ah si, ça fait de finalisation presque. De finalisation. Mais quand même, chaque étape est importante. Et c'est là où on se dit, où est la finalisation? C'est-à-dire jusqu'où il faut aller pour que le process soit complet. Une des grandes étapes, c'est l'acceptation. Oui. Et puis ensuite, l'intégration est l'étape où on repart dans sa vie, dans la dimension, c'est intégrer. Je pense que c'est quand on peut en reparler librement, sans vivre trop d'émotions, sans être dans la honte. Parfois même, quand on vit une résilience, on va pouvoir peut-être accompagner d'autres qui ont vécu ça. Mais souvent, il suffit de le demander à l'autre. Il va te dire, c'est OK aujourd'hui pour moi. Et s'il ne l'est pas, tu le sens aussi. Et ça demande du temps. Je veux dire, il n'y a pas de formule magique, ça serait chouette. C'est sûr. On va le faire en 5 séances, à Barça. On aimerait tous avoir des process comme ça. Mais en fait, l'humain fait que... Non, mais je pose ces questions parce que c'est ce qui peut aussi freiner. Oui, le temps que ça va durer, tu veux dire? Non, mais le temps que ça va durer et, encore une fois, l'impact, l'après. C'est ça qui peut aussi se dire, j'ai pas envie de remuer tout ça. Oui, mais comme je te dis, on remue, mais c'est déjà là, et c'est tellement souffrant qu'à un moment donné, ça va revenir d'une autre manière. On peut pas échapper à quelque chose de traumatique. Quand, par exemple, lors d'une expérience avec votre accompagnement, on apprend qu'on n'était pas un enfant désiré, c'est un secret de famille terrible. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va voir maman et on lui dit, dis donc, est-ce vrai que je n'ai pas été un enfant désiré? Ça peut passer par là, mais déjà, ce qui est important, c'est de comprendre que toi, même si tu t'en souviens à ce moment-là, ton information, cellulairement, tu l'as depuis l'information. Quand maman apprend qu'elle est enceinte, quand les personnes me disent, quand je pose cette question-là, et que les gens s'effondrent, ou se mettent à hurler, pleurer, crier, machin, tu as déjà ta réponse. Mais quand tu n'es pas désiré, c'est un petit peu comme si tu étais invité à une soirée non, que tu te retrouves à une soirée où tu n'as pas été invité. Tac, tac, tac. Ah, c'est toi, qu'est-ce que tu fous là? Rentre, vas-y. Hein. Tu vois, tu vas pas être à l'aise, tu vas te faire tout petit, tu vas garder les sacs de tout le monde, tu vas boire ce qu'on te propose de boire, tu vas pas arriver en disant, bon, je veux ça. C'est ce que les gens vivent dans leur vie. Du coup, ils vont subir, ils vont pas s'affirmer, ils vont pas prendre leur place, ils vont pas savoir se positionner, ils vont pas savoir dire non. Du coup, ils vont prendre cher, en fait. Mais c'est une manière de répondre au désir inconscient des parents de ne pas être là. Donc, soit à un moment, tu le mets en conscience et t'en fais autre chose. C'est vrai. Soit tu prends cette souffrance toute ta vie, puis un jour, tu arrives quand même chez le thérapeute en disant, voilà, j'ai pas ma place. Tu vois? Mais j'ai pas ma place, où est la racine? Elle va être là. Mais tu vas vivre plein d'événements où la vie va te montrer que t'as pas ta place. Il manque une chaise, on t'a oublié. C'est vrai. Tu vois? On te bouscule, on s'excuse pas. Ou tu sais pas dire non, du coup, tu dis, il y a plein de trucs qui te foutent dans des galères. Où tu t'occupes de la racine. La thérapie, c'est une opportunité de changement, c'est pas une punition. Et c'est pas pour les fous. Alors, si on devait effectivement faire une généralité, même si j'aime pas trop les généralités, mais si on devait faire une généralité, toutes les personnes qui ont ces ressentis-là, pas à ma place, je sais pas dire non, je trouve pas l'homme ou la femme de ma vie, ou j'ai des schémas répétitifs, il y a eu un engrammage à un moment donné. Ah oui, complètement. Il y a soit un enjeu de place, soit un enjeu de valeur, soit un enjeu de lien. Il y a toujours quelque chose dans lequel on a baigné et qu'on va rejouer. Quand tu regardes un petit peu, si tu vas un peu en astro, tu t'occupes de la lune noire corrigée, tu vas voir que ce sont nos zones initiatiques, de la Kabbale, les zones d'indignité. Comme si, justement, la vie nous avait enlevé une des 12 énergies du zodiaque pour nous permettre de nous rencontrer à cet endroit-là. Mais dans la construction égotique, le fait de ne pas avoir et de vivre ce manque va être vécu comme une souffrance par l'ego qui va en faire un problème. Et, du coup, une indignité. Quand tu es coupable, parce qu'on sait, la sacro-sainte loi de la psychologie dit que l'enfant est toujours coupable. Parce qu'il ne remet jamais en cause l'univers dans lequel il grandit. Ça devient sa norme.
Et si maman fait pas de bisous, c'est qu'il n'est pas aimable ou que c'est de sa faute. C'est pas que maman est peut-être un peu dysfonctionnelle. Bon. Et de fait, plus tard, si maman n'a pas fait de bisous, quand il va être grand, il va avoir, lui, soit du mal à en faire, soit il va en faire plein et il va étouffer l'autre, soit il va se retrouver dans des postures où il ne reçoit pas cette sécurisation, ce besoin-là, et il va en souffrir de fou. Mais c'est parce qu'il y a une culpabilité qui rejoue ça. Et un coupable paye. Et donc on est tous porteurs d'indignité, de culpabilité et d'expiation. Donc il suffit d'aller voir souvent dans le thème, quelle est la zone d'indignité, pour dire « Ah, vous jouez superbement bien votre partie, vous. » Parce que notre inconscient va se donner raison d'avoir raison. J'ai pas droit à ce truc-là, je suis pas digne de ce truc-là. J'ai essayé plein de fois dans ma vie, j'ai jamais eu. Donc je continue. Et j'y arrive pas. Et à chaque fois, je renforce la croyance. Tu vois ? Jusqu'au moment où la conscience peut te permettre de continuer comme avant ou de créer une nouvelle solution, de dire « Ok, ça, je vais m'en occuper. Qu'est-ce qui s'est joué dans mon histoire, dans mon enfance ou dans mon transgénérationnel pour me retrouver dans cette posture-là ?» Et c'est ça qui est intéressant. Parce que ça ouvre. En tout cas, les 2 supports, visiblement, que vous préconisez pour votre accompagnement, c'est de faire ce fameux thème. Ouais, le thème, c'est chouette. C'est important ? C'est important parce qu'en 2 heures, tu reçois là pour le coup quelque chose de mental, tu reçois les enjeux. Tu comprends quel est le chemin ou l'axe de vie. Tu comprends la quête, le pourquoi tu fais ce chemin, puis tu comprends le personnage qui fait la quête et qui fait le chemin. Et quand déjà tu as ça, déjà tu te rends compte que tu joues bien ta partie, et tu te rends compte aussi de toutes ces zones d'inaccompli ou de tout ce que tu rejoues, de comment tu te sabotes ou de comment tu te limites ou de comment tu te fais payer. Et là, tu peux décider de faire autrement. Parce que sinon, on a un enfant coupable à l'intérieur de nous et on rejoue cette partie-là. Et en plus, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que tous les manques de ton enfance, toutes les frustrations et les manques que tu as vécus dans ton enfance, une fois que tu vas grandir, tu vas faire quoi ? Tu vas demander à ce que les autres, tu vois, répondent à ça pour toi. Tu vas demander à ton homme de jouer papa, tu vas demander à maman, enfin tu vois, les enjeux oedipiens et autres, et tu vas faire chier tout le monde. C'est vrai. Tes parents, tes enfants, enfin pas tes parents, parce que là tu vas encore chercher, peut-être obtenir un truc que tu n'as pas eu pendant 20 ans, mais tu essayes encore. Mais tu vas chercher ça avec les copains, les collègues, le N+1 qui va être ton audit vibratoire papa-maman, tu vas chercher ça avec ta femme. C'est tellement ça. Et personne ne va te le donner en plus. C'est tellement ça. C'est vrai, c'est vrai. Et donc tu vas t'effondrer. Donc il y a un moment, et c'est là où moi je suis dur dans mon approche, c'est qu'il faut arrêter d'être des enfants dans des corps d'adultes, des enfants blessés, il faut être des adultes dans des corps d'adultes, et d'avoir reconnu, vu, retraversé la souffrance de notre enfance, pour que ça s'apaise, et que d'un coup, cloum, on soit des adultes, autonomes, responsables, on ne fait pas nos besoins sur les autres, parce que tu vois, faire ses besoins sur quelqu'un, c'est un peu l'image, c'est pas très joli. On répond à nos besoins. On se donne ce qu'on n'a pas eu. Moi je dis aux gens, faites le deuil de ce que vous n'avez pas eu petit pour vous le donner aujourd'hui. Vous savez que c'est incroyable parce que et le deuxième outil évidemment c'est l'hypnose. Les états modifiés de conscience en général. Les états modifiés de conscience au travers du support de l'hypnose. Oui. J'étais en train de quand vous me parliez, j'étais en train de me dire mais ça c'est les politiques devraient faire ça. Tu sais, je l'ai déjà dit ailleurs, mais tu sais qui est-ce qui devrait surtout le faire, le taf là ? C'est les obstétriciens. Moi j'aimerais bien qu'ils viennent faire mon stage. Parce qu'ils se rendraient compte du coup de ce qu'ils font ou de ce qu'ils font pas bien, ou de ce qu'ils prennent à la légère. Parce que ça a des conséquences. Ah oui ? On connaît les enjeux de l'ocytocine de synthèse, on connaît les enjeux d'une maltraitance parfois, ou de prendre les gens comme ça, ou de faire des césariennes programmées. Ça a des conséquences en fait. Au-delà de l'intérêt de dire oui, ça sauve l'enfant pour éviter la souffrance. Sur une césarienne de l'instant, je veux bien. Sur une programmée, il faudrait voir. Mais tu te rends compte que ça leur fait zapper des étapes de matrice périnatale qui vont devoir du coup rejouer plus tard pour récupérer un truc qu'ils n'ont pas eu. Moi, je peux t'assurer que quand je fais un revécu de naissance à une personne qui a eu une césarienne et qu'au moment de la césarienne, je l'ouvre sans le prévenir et que je le mets dehors, je peux te dire que ça gueule. Hein. Parce que là, il y a une colère de dingue. Et l'enfant a vécu ça comme ça. Tu vois ? Après, on y croit, on n'y croit pas, c'est n'importe quoi, continuons comme d'habitude et comme avant. Ok. Mais moi, je vois ça. Voilà. Moi, j'ai pas eu de césarienne, donc je peux pas te dire que je l'ai vécu. Mais quand je sais qu'il y en a parce qu'on le demande avant d'y aller, je sais qui c'est qui va hurler dans la pièce à un moment donné. Parce qu'on leur a volé quelque chose. Maintenant, s'il y avait possibilité de danger ou de mise en danger, ok.
Bien sûr. Soyons intelligents. Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Mais il y a des urgences qui Et nécessitent. c'est pas ça. le fait de faire ou Bien pas faire, c'est de mettre de la conscience sur ce qu'on fait. Mais tu te rends compte, ça veut dire que et tous ceux qui nous regardent, qui sont nés par césarienne, vont se poser la question. Oui. Et tous ceux Et et toutes les mamans qui ont fait une césarienne vont aussi se poser- culpabiliser. Donc là, je dis toujours que c'est quand même plus grand que nous et que la manière dont on arrive au monde est juste pour nous. Et si on ne pouvait rien y faire, ça serait malheureux, mais on a justement des outils qui permettent de retraverser ça et de se réapproprier ça. Tu vois, c'est pas non plus, c'est pas une punition, il n'y a pas de... Si on ne pouvait pas revisiter les choses, notre métier ne servirait à rien. Mais je me dis aussi parfois que, et je l'ai déjà dit plusieurs fois dans les émissions de ceux que je reçois, je me dis que quand on a 20 piges et cette ouverture d'esprit, on devrait commencer par là. Ah bah carrément. J'ai des gens qui offrent ça, qui ont fait l'enfant intérieur avec moi, et qui vont faire ça aux 18-20 ans de leur enfant. Je trouve que c'est une très bonne idée. Ah, c'est... Ça permet à un Mais moment le donné... temps que tu gagnes. Mais bien sûr, Mais bien sûr. Ah non, mais... On peut toujours, et il y a plein de gens qui vont sans doute commenter, Oui. où il y aura des réactions et autres, peu importe. Mais si les résultats sont là, je me dis, mais quel cadeau on offre à nos enfants que de ne pas démarrer avec 2 parpaings au pied, de trucs conscients ou inconscients, qu'on traîne comme ça. Ah non, mais tu sais, j'ai eu des fois des gens de 60, 70 ans qui sont venus et qui me l'ont dit ça, au débriefing de fin. Oh, pourquoi est-ce que j'ai attendu autant de temps avant de faire ça? Et là, l'affaire, elle est pliée à 70 ans. Oui, hein, ça va. mais déjà, moi, je trouvais que c'était chouette qu'ils se soient autorisés à le faire. Parce qu'il y a quand même, là encore, une résilience où voilà, il y a eu des ouvertures pour eux. Et c'était chouette. Le site yann-cano.fr, les sessions 2-3 fois par an. Après, je te dis, l'enfant intérieur, c'est un des stages. C'est souvent le stage d'entrée, mais il y en a d'autres. Sur la souveraineté, par exemple, qui est une suite, on travaille sur le chemin de vie. Donc, chacun vient travailler sur son chemin de vie en astro. Sur l'appel, on travaille sur les blessures de lune noire. Tu vois, après, j'en fais un sur la lune, sur le soleil. Moi, j'utilise beaucoup la thématique d'astro pour faire des ateliers expérientiels, psycho-émotionnels, et que les gens aillent s'occuper de ça. L'idée étant vraiment cette réconciliation possible d'avec soi-même, en fait. Parce que tout est à l'intérieur de nous. Quand on travaille sur les parents, papa, maman, et les mémoires de l'enfance, et qu'on leur fait dégazer les émotions face à papa et à maman, c'est pas sur leurs vrais parents qui ont 70 ans aujourd'hui. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ils ont géré le contrat, ils ont fait leur truc. Mais c'est sur nos parents antérieurs qu'on bosse. C'est sur les images qu'on a engrammées et enkystées, tu vois. Et c'est pour ça que c'est toujours intéressant de le faire. Parce qu'on va arrêter de protéger des images. Et que quand tu protèges ton parent intérieur, c'est que tu mets une baffe à ton enfant intérieur. Tu peux pas faire les deux. C'est soit tu es de leur côté, soit tu es du côté de l'enfant. Il y a des similitudes avec les constellations familiales. Hein. Complètement, ouais, c'est super. Tu mets papa, maman, l'enfant, tu fais des trucs magnifiques. Moi, je fais des constellations de valeurs où tu peux me mettre l'entreprise, l'argent, la douceur, la légitimité, le tabou, la mort, le sexe, le pouvoir. Tu les mets devant en constelle et puis tu regardes ce qui se passe. C'est pas mal. Bravo. Plein de choses sont possibles. Ouais. Mais ça donne surtout envie de se dire, ça donne envie de se prendre en main, quoi. Et de se dire, la vie est courte, alors essayons de la prendre par le bon bout, quoi. La vie est courte. Ce qui n'est pas réglé sera réglé quand même, mais d'une autre manière. Et puis surtout, je crois qu'on n'a plus le temps. Il faut qu'on arrête de dormir, en fait. Il faut qu'on arrête de s'infantiliser. Il faut qu'on arrête de se victimiser, de dire que le problème, c'est l'autre. Et il faut se réoccuper de balayer devant sa porte et de s'occuper de son histoire pour incarner quelque chose qui va vibrer autrement et faire en sorte qu'on sorte tu vois, de nos ornières, là, parce que c'est chaud quand même. Et que là, si on veut que ça passe par la vie, parce que personne ne veut s'occuper de lui, que tout va bien, bah, je pense que ça va être moins marrant. C'est comme un stage. Le stage, c'est plus cool que ce que la vie nous réserve si on s'en occupe pas. Vous avez des enfants? Oui. Ils sont nés par césarienne? Non. Bon. Sinon, vous auriez bossé sévère. Non, sinon, bah, c'est que ça aurait été juste pour elle, mais ouais, je vous avoue qu'avec la conscience, j'aurais mes moyens. Mais si mon enfant avait été en danger de vie mort... Bien sûr. Il dit, s'agit en aucun cas de remettre en question quoi que ce soit sur les césariennes, bien entendu. Voilà, mettons de la conscience et surtout mettons de la conscience. On peut faire la même chose d'une manière... La même chose, avec ou sans conscience, ça donne pas le même résultat. Mais sur les bancs de la fac des gynéco-obstétriciens, on n'en parle pas du tout de ça. Ah bah non, puis même on en rigole. C'est tellement drôle. Mais moi, je les invite à venir faire un stage. Et ils vont repartir après dans leur métier, peut-être avec une autre vision. Ça serait intéressant. Mais ça serait hyper intéressant. Hyper intéressant. Mais ils viendront pas, puisque c'est n'importe quoi. Aucun n'est déjà venu? Non, j'ai des médecins, des médecins, des sages-femmes, qui ont été bouleversés, mais qui étaient déjà dans l'ouverture de se dire, oui, on sent bien que il se passe pas rien.
que c'est pas anodin, c'est quand même notre première crise de passage. De Clairement. passer du monde de l'eau au monde de l'air avec la coupure du cordon, c'est notre première crise de vie et de passage. Suivant comment elle s'est passée, on va la rejouer en fait. Tu te rends compte comment c'est important? C'est notre première empreinte. Si on s'occupe pas de la première empreinte, mais Tout est décalé, en fait. Bien sûr. tu vois, tout simplement. Yann Cano, je pense que sur ABC, on va en entendre encore parler. Je suis convaincu parce que là, il y a quelque chose à faire, quelque chose à proposer. Je ne sais pas de quelle manière, mais on trouvera. Sur un programme spécifique, sur un accompagnement En tout spécifique. cas, bah, tu vois, faire Voilà. le deuil, c'est important d'aller s'aimer soi et de rayonner qui on est et d'aimer qui on est. Et pour aimer qui on est, on doit apprendre à retraverser nos ombres et à les aimer. Et ça fait que d'un coup, quand on aime les deux, bah, c'est pareil. Ça match. Ça match. Merci Yann. Merci Marc. Merci, vous commentez avec bienveillance comme toujours et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.